Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. La saison sur route est terminée depuis quelques semaines et avant de refermer la page 2022 dans Chasse Patate, eh bien on va faire un petit bilan d'ensemble de cette année 2022 sur l'ensemble de ce qui s'est passé sur cette saison cycliste, un petit peu toutes les disciplines, en regardant un petit peu, peut-être se poser la question, quels sont les coureurs, les coureuses qui ont marqué cette saison 2022. On va regarder donc un peu comme si on faisait les classements, le coureur de l'année, la coureuse de l'année, également révélation de l'année. Il y a pas mal de choses à évoquer. On fait ça en parallèle sur le forum, si vous le souhaitez. Vous avez un peu dans le même style, les awards de l'année à voter. Il y a plein de catégories. C'est actuellement jusqu'à la fin du mois. Donc on va passer en revue ces principales catégories, ces principaux sujets, qui sont les coureurs qui ont marqué cette saison 2022, avec nos deux consultants du jour. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Titouan. Salut Titouan. Salut Mathieu, salut Johan. Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler du côté français, tricolore, en commençant par la question sujet masculin. Quel est selon vous le coureur français de cette année 2022 ? On va pas parler que de la route, on peut mélanger toutes les disciplines, et on va faire ça tout au long de ce podcast. Alors, Johan, Titouan, chacun à votre tour, dites-moi qui, pour vous, est le coureur français de cette année 2022 ? Johan ? C'est quelque part c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de coureurs qui se dégagent de manière évidente. Il y a plein de coureurs qui ont fait des belles saisons, mais pas forcément des saisons complètes, ou qui ont eu des grosses performances sur une telle ou telle course à tel moment de la saison. Il y a certains qui ont plus de victoires que d'autres, mais je trouve pas qu'il y ait de coureurs qui soient vraiment qui se désignent tout seul dans la catégorie. Donc moi j'ai pris un coureur qui a été un peu présent sur plein de milieux différents, sur plein de courses différentes. Donc Valentin Madouas, qu'on a vu capable d'aller chercher un podium sur le Tour des Flandres et de faire un top 10 sur le Tour de France, d'être actif en montagne, sur des pavés, sur des classiques, sur des courses par étapes. Donc moi, un coureur qui m'aura marqué cette saison. On prendra le temps de rentrer un peu dans le vif du débat. Je veux juste savoir aussi, Titouan, quel est ton choix pour coureur de l'année, coureur français de cette année 2022 ? Est-ce que c'est Valentin Madouas ? Est-ce que tu as choisi un autre coureur ? Parce que, comme le disait Johan, c'est assez serré, mine de rien. Un peu comme Johan, ouais, j'ai hésité, parce qu'on a, comme dit Johan, en fait, on a une saison assez dense au niveau des Français, mais rien qui sort. Mais moi, j'ai choisi Christophe Laporte, pour plein de raisons, parce qu'il a fait une saison de folie, je trouve, à son échelle et pour les Français. J'ai hésité à Arnaud Démare, notamment, mais voilà, moi, c'est lui. Donc on a Valentin Madouas d'un côté, Christophe Laporte de l'autre. Donc bon, visiblement vous ne citez pas le coureur, le seul Français à avoir gagné une course World Tour cette saison, à savoir Benoît Cosnefroy, qui s'était imposé au Grand Prix de Québec. Johan, donc pour toi, Valentin Madouas, ce coureur français de cette année, de cette saison 2022, c'est justement par sa présence tout au long de la saison, ce que tu expliquais ? Oui, sa présence et puis des performances marquantes un coureur dont on va se souvenir, où on aura des images qui ressortiront. Il y aura son final du Tour des Flandres, il y aura son pareil pour Gaudu sur le Tour de France, il y aura même un Mondiaux tout d'un coup. C'est lui qui fait basculer presque la course et où le peloton aurait pu peut-être rejouer face à Evenepoel. Je trouve que ça a été un des coureurs emblématiques du peloton cette année, qui a été présent, qui a marqué, dont on se souviendra, qui a été présent du coup d'un bout à l'autre de la saison. Il y a toujours la question de est-ce qu'il faut saluer une performance ou une régularité si on veut faire attribuer un titre de coureur de la saison. Donc je trouve que Valentin Madouas cumule un peu les deux et que moi ça me convient bien comme résultat. Et puis c'est les coureurs que j'ai le plus apprécié cette année, quoi. Donc que j'ai envie de saluer comme ça. Est-ce qu'il n'a pas justement après aussi ce côté pas forcément énormément de victoires, même s'il a il a 3 victoires à son actif, le Tour du Doubs et 2 victoires sur le Tour du Luxembourg, mais par rapport à d'autres, c'est pas le plus victorieux cette saison. Non, c'est pas un coureur qui gagne beaucoup, donc par rapport à ses standards, il a pas mal gagné déjà. Puis il y a quand même aussi, il y avait la question
de l'avenir de ce coureur qu'on voyait pas forcément stagner, mais on se demandait vers quoi il avait évolué. Et il a continué à évoluer vers les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il s'est toujours pas spécialisé, il est toujours une espèce d'énorme diesel passe-partout, insubmersible, qui est hyper kiffant à voir, qui est devenu très très bon en termes de punch quand même, mine de rien. Et que moi j'ai très envie de voir l'an prochain et qui je trouve, mine de rien, il a quand même fait un podium sur un monument, c'est pas non plus une saison vide. Ça compte pas vraiment comme une victoire, mais c'est quand même un aboutissement aussi. Pareil pour sa place au Tour de France ou d'autres choses. Titouan, toi, comment est-ce que tu juges la saison de Valentin Malouas? Incroyable. Enfin, c'est surtout, en plus de sa présence toute la saison, c'est vraiment l'enchaînement entre son podium du Ronde et son top 10 sur le Tour de France. Parce que c'est une performance qui n'avait pas été vue, je crois, de mémoire depuis les années 80, histoire de poser la performance, mais sur un grand tour, déjà, top 10 sur un grand tour et podium sur le Tour des Flandres, c'est quand même pas commun. Puis, ouais, en fait, c'est aussi une bonne saison sur la fin, principalement. Parce que sur les championnats du monde, c'était un des plus forts, comme l'a dit Johan. Et le Tour du Luxembourg, on sentait qu'il l'avait dans les jambes s'il était bon au chrono. Bon, malheureusement, c'est pas sa spécialité. Bon, il y en a d'autres, donc tant mieux pour lui. Mais ouais, enfin, j'ai pas d'autres mots que excellente, quoi. Alors, toi, Titouan, justement, tu avais choisi Christophe Laporte comme coureur de l'année. Christophe Laporte, qui a, on va dire, déjà, on peut le dire, réussi son passage chez Jumbo-Visma, lui qui avait quitté l'équipe Cofidis à la fin de la saison dernière, en levant les bras à de nombreuses reprises, dont notamment sur le Tour de France. Qu'est-ce qui fait pour toi de Christophe Laporte, justement, le meilleur coureur français de cette année 2022? Là aussi, lui, sa présence toute la saison. Il a commencé par le bouton d'ouverture, où déjà il était assez solide. Sur Kurn seulement. Top 10, c'est pas mal, avec en plus un boulot monstre. Il avait été repris dans le final pour faire un top 10 quand même. Donc déjà, il commençait fort. Puis la victoire sur Paris-Nice, moi j'y étais, j'étais vraiment impressionné par son boulot pour Roglic et Van Aert. C'était assez fou. Puis après, le reste de sa saison aussi qui était très fort après. Déjà le Tour de France, il nous ramène cette victoire française de l'édition 2022. Donc à mes yeux déjà, ça justifie que ce soit le coureur de l'année. Mais c'est un peu anecdotique, mais quand même. Puis sa fin de saison, où il décroche un beau succès quand même à Chimay-Binche et surtout il vient prendre la médaille d'argent aux mondiaux. Ce qui était un peu inespéré en plus vu le déroulé de la course à un moment et même je pense qu'on aurait pu penser à lui pour une médaille, mais on pensait davantage à Benoît Cosnefroy par exemple sur ces mondiaux. Donc c'était une vraie belle performance. En plus il bat Van Aert, son coéquipier d'habitude, ce qui était quand même assez petite performance aussi. Donc ouais, pour moi c'est ça. Sans parler aussi de sa performance sur Gand-Wevelgem et sur l'E3 où il a été monstrueux, tout simplement. Et aussi pour Christophe Laporte, vainqueur du Tour du Danemark en août, pas très longtemps avant les championnats du monde, donc un assez grand panel de victoires, quoi. Voilà. En plus, il avait construit sa victoire sur le chrono notamment. Et il avait construit aussi sur des sprints. C'était vraiment large, comme tu dis, comme panel de capacité. Johan, donc en parlant de Christophe Laporte, c'est une saison exceptionnelle, on peut dire, pour le Varois? C'est sa meilleure saison, c'est la saison de l'aboutissement, on va dire, de ce qu'on a déjà vu avant. Je sais pas si c'est une saison exceptionnelle, dans le sens où il y a quand même de la place pour avoir des victoires en plus, des grosses victoires en plus, notamment il y a le loupé de Gand-Wevelgem, enfin le loupé. Quand on voit ce que fait Guilhermet derrière, c'est pas vraiment un loupé, mais en tout cas le côté dommageable de ne pas avoir gagné à Gand-Wevelgem. Il manque peut-être une grosse classique ou une grosse victoire dans ce sens-là, mais oui, c'est une très très belle saison. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer la différence en termes de résultats par rapport à la saison dernière chez Cofidis? Un cap mental, peut-être. Il a dit qu'il a débloqué quelque chose mentalement. Bon.
Après, il a changé d'équipe, il a changé de manière de se préparer. Réu, il a fait beaucoup plus de stages en altitude qu'avant. Je sais même pas s'il en faisait chez Cofinis de manière spéciale, Je crois mais qu'il l'a pas fait avant nous. voilà, il y a le. Après, il y a toute la fumisterie autour de Jumbo-Visma qui vont nous vendre leur professionnalisme et machin et tout ça. C'est les mêmes mecs qui laissent Primoz Roglic se défoncer sur le Tour de France avec un. C'est quoi, c'était le dos, non, PT? Je sais plus. Enfin. Mais voilà. Mais il y a aussi, enfin, je pense que la maturité physique, la maturité mentale, le côté que quand tu es dans une course comme ça, bah, ça t'ouvre aussi des occasions parce que tout d'un coup, il y a Van qui sera pas là et puis tu vas pouvoir prendre l'échappée ou sur Paris-Nice tout simplement quand c'est lui qui il se retrouve à suivre le mouvement de son équipe et du coup à pouvoir aller chercher le maillot de leader. Donc il y a tout un tas de choses qui font que il s'est retrouvé à passer le petit cran qui manquait ou qu'il lui fallait et puis comme quelque chose de très très bien, quoi. Alors, toi qui avais choisi Valentin Madouas, c'est quoi la différence entre Valentin Madouas et Christophe Laporte sur cette saison 2022? Moi j'avais hésité en plus avec lui aussi. Je pense que pour moi la différence avec Valentin Madouas, c'est que Valentin Madouas, pour moi il y a plus d'impact sur les grosses courses de la saison que Christophe Laporte, de manière plus directe et plus visible. Mais honnêtement, je trouve pas qu'il y ait une différence énorme entre la saison des deux, hein. Les deux ont été Bon, présents après, sur les classiques, ils ont été présents sur le Tour de France, pour la fin de saison. C'est un peu pareil. Titouan? Ouais, non, j'allais dire, je trouvais, enfin, moins d'impact que Laporte sur des grandes courses. Je trouve ça quand même un peu peut-être exagéré. Oui, c'est un peu- Laporte quand même en termes d'impact, notamment sur le Tour, et il y avait enfin, il a le travail pour Van Aert, pour Vingegaard aussi, notamment sur le Télégraphe. Je crois qu'il passait Sirley, qu'il avait bien appuyé, qu'il avait fait mal au peloton. Plus son boulot sur le 3 et Paris-Nice aussi. C'était marquant. Franchement, enfin, sur pas mal de rendez-vous de la saison, il a quand même été plutôt impactant, enfin, au moins autant que Madouas. En tant Oui, non, mais qu'équipier. honnêtement, oui, non, mais t'as raison. Enfin, je lui dis ça comme ça, mais honnêtement, oui, je trouve pas que. J'aurais du mal à séparer vraiment les deux. Dire à lui, il a fait une meilleure saison, lui a fait une meilleure saison. Après, c'est des choix personnels, quoi. Oui, c'est 2 saisons pleines du début à la fin de haut niveau, avec peut-être la différence, c'est que Christophe Laporte a gagné en World Tour, ce que n'a pas réussi à faire Valentin Madouas, mais bon, euh, on va pas dire que la saison de Valentin Madouas était mauvaise pour autant, hein. Et après, alors bon, vous avez cité 2 coureurs, il y en a plein d'autres, hein, comme vous l'avez dit, c'était une saison assez dense. On a Arnaud Démare qui a fait notamment un triplé sur le Tour d'Italie. On a Benoît Cosnefroy qui, comme je l'avais dit, a remporté la seule course World Tour côté français, à savoir le Grand Prix de Québec. On a aussi, si on sort de la route, Benjamin Thomas, champion du monde de l'américaine et double champion d'Europe sur piste également. Donc ces autres coureurs, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas choisis par exemple? Bah, personnellement, pour cela, Démarre, en fait, j'ai pensé à le prendre, mais il a manqué. Enfin, le Giro, c'est un peu en dessous du Tour, et il lui manque quand même une ou deux victoires un peu plus marquantes sur une classique World Tour, par exemple. C'est ça qui manque, même si Paris Tour, c'est presque une World Tour. Enfin, c'est tout autant que la Munsterland classique, par exemple. Non, en plus, c'est pas la Munsterland, c'est la Bremer Sea Classics. Mais bref, non, je trouve ça quand même un peu moins impactant, surtout vu son statut pour le mettre coureur de l'année. Et Cosnefroy, bon, c'est pas trop sa faute, il a quand même eu des soucis médicaux. Enfin, je crois qu'il a un problème au genou, ou il a chopé le Covid aussi. Mais il n'a pas fait un printemps de grosse folie en dehors de son Amstel. Et oui, je trouve qu'on l'a pas assez vu tout le long de la saison. Enfin, il a eu des grands moments, mais moins réguliers que d'autres. Que Madouas, notamment, Laporte. Johan, qu'est-ce que tu dirais sur ces autres coureurs que j'ai pu citer, et même peut-être d'autres hein, qu'on a pu oublier? Je trouve que par rapport aux autres coureurs, après, c'est vraiment une question de choix personnel, de qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en avant. Est-ce que tu veux récompenser, je sais pas, un titre de champion du monde, comme on a pu avoir pour les pistards ou pour les vététistes de descente? Est-ce que tu veux les récompenser, je sais pas, par exemple, Arnaud Démare, qui est le Français le mieux classé au classement UCI, par exemple? Après, ça va être vraiment une question d'esthétique personnelle, de qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce qui m'a marqué, même quel coureur je préfère quelque part, hein. C'est le titre affectif. Donc,
Je trouve pas qu'il y ait je trouve qu'il y a des trajectoires différentes et qu'il y a une saison différente. Et après, c'est vraiment le choix qu'on va faire ou pas de je vais mettre tel cours en avant ou tel cours en avant. Il n'y a pas de coureur français qui se dégage de manière ultra éclatante par une victoire ultra prestigieuse ou par un niveau toute la saison bien au-dessus de la concurrence, quoi. Oui, parce que tu évoquais aussi les vététistes, avec notamment les descendeurs. On a Loïc Bruni qui est devenu champion du monde de descente pour la 5e fois de sa carrière. On a Amaury Pierron, vice-champion du monde de descente et qui a remporté la Coupe du Monde avec 4 manches. C'est aussi là une saison très complète. Donc on va dire que s'il faut choisir, s'il faut arriver à sortir un coureur, le choix est très compliqué et tout le monde peut avoir un choix différent à peu près. Donc c'est ça aussi qui montre la belle santé du cyclisme français, d'une part. Mais oui, c'est le côté cool d'avoir plein de profils différents, de cours différents auxquels tu peux être relié, que tu peux apprécier, que tu peux avoir ça un peu sur toutes les courses. Il y a toujours le côté frustrant qui manque un peu certains domaines, ou qu'on a certaines limites par rapport à certains autres coureurs, les classements généraux par exemple, mais sinon après, oui, voilà. Bon bah écoutez, et puis si vous qui nous écoutez, vous avez d'autres idées, bien vous pouvez nous les dire, que ce soit en commentaire sur la vidéo YouTube, mais aussi que ce soit sur Twitter, sur le site, etc. On prend vos remarques, c'est toujours très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, Johan Titouan, il y a pas mal de noms qui peuvent être cités. À présent, je vous propose de passer à une catégorie qui risque d'être un peu moins disputée. C'est la coureuse française de l'année, donc côté féminin. Alors, Titouan, Johan, je pense qu'il y a un nom qui devrait sortir de l'eau. Bah, à partir du moment où on parle de toutes les disciplines confondues, bon, la question, comme qui dirait, elle a vite répondu. Oui, Corinne Ferrand-Prévot, c'est indiscutable. En route, j'aurais pu, si on se concentrait sur la route, j'aurais cité Juliette Labousse, qui fait une très très grande saison, notamment au niveau World Tour, et qui est, je trouve, la meilleure française sur route, mais Corinne Ferrand-Prévot, voilà. 4 titres mondiaux, je crois, c'est ça? Oui, 4 titres mondiaux avec le championnat du monde de Gravel, première édition, avec également le championnat en VTT, le cross-country, le marathon et le short track. Donc voilà, 3 médailles d'or en VTT et une en gravel. Et juste petite précision concernant Juliette Labousse, elle avait notamment remporté le Tour de Burgos. Tu me corrigeras si je me trompe, Yann, c'est la première française à avoir remporté une course par étape du World Tour féminin, d'ailleurs. Oui, parce que de toute façon, enfin, il y a les très vieilles victoires sur le Giro ou les courses de ce style-là avec Marsal, avec Jaël Longo, mais sinon, oui, depuis les pressions du World Tour, c'est la seule française qui a gagné une course de ce niveau. On avait gagné des étapes sur le Giro notamment, et puis il y avait fait un point de Prévot qui avait gagné au mur de Huy sur la Flèche Wallonne, mais sinon, oui, c'est la première victoire sur une course par étape. Mais bon, face aux 4 titres de championne du monde de Pauline Ferrand-Prévot, c'est un peu compliqué de rivaliser, ça. Bah, c'est sûr que c'est compliqué de rivaliser, il n'y a pas la même domination sur une discipline, la même impression de tout un coup d'invincibilité, d'énormes palmarès qui se regarnit encore plus de légende, quoi. C'est une très belle saison, mais c'est sûr que ça n'a pas le même impact que Pauline Ferrand-Prévot, qui est même discuté quand tu avais des discussions sur quel coureur, quelle coureuse, de manière générale, toute discipline qu'il faudrait nommer. Ça parlait de Pauline Ferrand-Prévot, ça parlait d'Annemiek van Vleuten. Donc, c'est sûr que c'est une dimension qui n'est pas juste la dimension française, là, c'est une dimension vraiment par rapport à tout le peloton international. Oui, à partir de là, ça se place déjà très bien, en effet. Justement, donc, la saison de Pauline Ferrand-Prévot, alors, en dehors de ces titres mondiaux, c'est aussi 2 manches de la Coupe du Monde en short track, une manche de la Coupe du Monde en cross-country olympique, la dernière à Val d'Issolé. C'est là aussi une saison très complète qui va justement au-delà de ces titres mondiaux qui sont sur des moments précis. Bah, pas tant que ça, c'est vraiment. Elle a eu. Enfin, en gros, c'est vraiment sa période de domination n'est pas si large que ça. C'est vraiment. Elle a gagné toutes les courses qu'il fallait gagner. Elle aurait pu gagner le championnat d'Europe aussi s'il n'y avait pas eu un déraillement, je crois, il me semble, devant Loana Lecomte. Mais vraiment, elle a été là sur la bonne période, à son top, à son meilleur. Et du coup, elle a été raflée tous les gros titres et toutes les grosses victoires.
c'est pas elle qui a fait une saison ultra complète, avec plein de victoires en Coupe du Monde, une domination toute l'année, justement. Là, si on revient à la question de la régularité ou des victoires, là, on est plus sur le côté victoire, même si ça fait quand même quelques mois de domination quand même. Mais, Oui, pour aller tenir des titres mondiaux comme ça, qui se jouent pas tous en même temps, il faut une certaine régularité, mais en même temps aussi de savoir extrêmement bien cibler ses objectifs. oui, de toute façon, de manière générale, ces dernières années, elle sait quand même très bien se préparer là où il faut, quand il faut. Même récemment, on l'avait vu sur les JO, rate la médaille et la course parce que sa chute, un collision avec Kylian Danef, mais elle était là le jour J, quand il faut, elle sait très bien le faire. Justement, plutôt à l'inverse d'une Loana Lecomte qui sait être très très forte et qui a du mal à concrétiser pour l'instant les jours importants. Et alors, bon, un petit mot quand même sur Pauline Ferrand-Prévot, sur son avenir. On a vu qu'elle avait rejoint l'équipe Ineos Grenadiers. Alors, c'est la, Ouais, ça marche, c'est ça la, marche bien pour l'instant. Le matos qui marche super sur le Copenhagen. c'est la seule pensionnaire de l'équipe côté féminin, mais il y a cette volonté de continuer sur VTT, continuer en gravel et de venir rajouter le cyclocross. Elle va viser le championnat d'Europe le week-end qui arrive. Ça promet pour l'avenir cette association avec Ineos pour Pauline Ferrand-Prévôt? Bah, pour elle, je pense que c'est toujours dans le côté genre, un peu indépendante, j'ai envie de faire mes objectifs là où je veux. Ça laisse le temps en plus du coup d'aller tranquillement vers les JO avec un gros sponsor derrière. Ineos, ils sont contents parce que c'est une figure qui est quand même très médiatique. Puis après, s'il y a une équipe sur route qui se construit petit à petit, comme ça, elle pourra la rejoindre après les JO de Paris pour refaire de la route. Donc pour elle, c'est tout bénef, oui. Elle fait son programme qu'elle a envie de faire. Elle va aller tranquillement sur ses objectifs de Paris en 2024. Donc a priori, tout va bien, quoi. Et puis, côté féminin, on va pas oublier non plus Mathilde Gros, championne du monde de vitesse individuelle, qui a succédé à Félicia Ballanger 23 ans après. Là aussi, c'est une grande, énorme performance. Une très très grosse performance. Là, t'es vraiment en plus, la vitesse est très particulière. Là, t'es vraiment dans le top de la piste en tant que sprinteuse. Donc, c'est sûr que, enfin, c'est le titre qui lui manquait. Enfin, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle aurait pu et peut-être dû être championne du monde. Donc là, ça fait vraiment, là, enfin, elle a son titre. Ça va ça va relancer un peu sa carrière, sa confiance, concrétiser, enfin, valider un peu les nouveaux choix de l'équipe de France. Et du coup, sûr que là, c'est vraiment très, 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 très bien, quoi. Est-ce que avec Pauline Ferrand-Prévot, Mathilde Gros, Juliette Labousse, on peut avoir un peu le podium des meilleures coureuses françaises de la saison? Ouais, je pense. De toute façon, c'est un peu les trois qui ont un peu dominé dans leur discipline. Après, tu as d'autres coureuses qui ont fait de très très belles saisons, y compris dans du multidiscipline, comme Loana Lecomte qui était quand même très très forte en VTT. Sur la piste, tu as toute l'équipe d'endurance qui fait quand même très très belles choses. Après, tu as aussi Audrey Cordon qui a été gagné une Classic World Tour, mine de rien. Enfin, c'est quand même quelque chose à souligner. Donc, honnêtement, tu as une belle dynamique côté français chez les féminines. Tu as toujours le problème du manque d'effectifs général, mais tu as des belles choses partout. Tu as eu des titres, tu as eu des grosses victoires. Donc, c'est très très chouette. Et là aussi, ça présage d'un bel avenir pour les saisons prochaines, puisque c'est toutes de jeunes coureuses, principalement. Donc, on va dire, de beaux potentiels qui sont en train de se développer et qui vont encore plus éclore dans les saisons à venir. Dans les saisons à venir, tu as Eglantine Reyer qu'on a envie de voir où ça va aller. Tu as Lynn Burkier, on se dit, oh là, ça va où aussi. Enfin, c'est clair que tu vois arriver des pépites où tu dis, ah, ça peut être sympa quand même. Il y a moyen de bien savourer devant nos coureuses françaises, en effet. Alors après l'angle français, on va s'élargir à l'ensemble du monde, savoir la question un peu générale, qui est le meilleur coureur, tout pays, toute discipline confondue, sur cette saison 2022. Tito, pour toi, rapidement comme ça serait qui ce coureur, ce meilleur coureur de 2022? Au risque d'être un peu controversé, Wout van Aert pour moi, pour plein de raisons que je développerai, mais notamment parce que, enfin, on va croire que je suis un fan de Jumbo, mais pas du tout, mais notamment parce que c'est pour moi, chaque fois où il a été présent sur une course, il a été acteur et pas qu'un peu. Et, enfin, je trouve physiquement, c'est
il est monstrueux sur plein de domaines, et encore plus que l'autre favori, que le Johan dira probablement. Mais ouais. C'est vrai que ça fait un deuxième coureur de Jumbo-Visma que tu nous cites, il va falloir faire attention à la suite. Johan, donc Titouan nous a dit Wout van Aert, pour toi ça serait qui le meilleur coureur de 2022 ? Toujours le même, hein, Pogacar, hein. Ça change pas. Hein. Pour faire original. Mais c'est rigolo parce que du coup, comme il a perdu le Tour de France, les gens le citent moins, mais bon, objectivement, voilà quoi. Hein. Ah, puis en plus, sur chaque course, sa ligne, il fait la course, quoi. Même sans Remo, il fait pas non plus un gros résultat sur papier. Enfin, il gagne pas, il fait pas podium. Même là, c'est lui qui fait la course, quoi. Bah, San Remo, c'est lui qui fait la course. Le Tour des Flandres, c'est lui qui fait la course. Le Tour de France, c'est lui qui fait la course. Le Tour de Lombardie, c'est lui qui fait la course. T'as toutes les courses par étapes en plus où c'est lui qui fait la course et puis, enfin, qui gagne du coup aussi. Bon, à un moment, heureusement qu'il y a eu des creux et des moments où je suis fatigué, je viens pas parce que non, c'est compliqué. Hein. Donc c'est-à-dire qu'un peu, en gros, ça a moins se payé par les résultats. Il n'y a pas de victoire sur un grand tour, comme c'était le cas les 2 années précédentes, pas de victoire sur le tour. Mais le fait qu'il soit toujours actif, toujours extrêmement présent, et peu importe la course, il va être acteur, c'est ça qui joue ? Bah, le cyclisme actuel tourne autour de lui. Enfin, il y a des Evenepoel, Wout van Aert qui aussi cannibalise un petit peu les courses et entraîne les courses dans la direction, mais c'est le coureur où à chaque fois tu vas te tourner, attends, qu'est-ce que tu fais ? T'as décidé de faire quoi aujourd'hui, machin, c'est toujours Pogacar. C'est toujours lui qui donne la dynamique des courses, et c'est toujours lui qui impulse comment le cyclisme se court aujourd'hui, un cyclisme où ça part de loin, où ça explose vite, où tu retournes un peu dans l'endurance. C'est lui qui donne le ton du cyclisme d'aujourd'hui. Et après, t'as des Evenepoel, des Wout van Aert qui s'embrèchent un peu là-dedans, mais des Mathieu Van Der Poel aussi, un peu moins cette année, mais je trouve que l'incarnation du cyclisme des 2-3 dernières années, c'est lui. Et il gagne toujours quand même beaucoup, hein, faut pas se leurrer non plus. Oui, voilà. Alors, même en termes de classement, il reste le numéro 1 mondial. Voilà, si on parle un peu de son palmarès cette saison, Tadej Pogacar, c'est le Tour de Lombardie, le Grand Prix de Montréal, Tirreno Adriatico, le Strade Bianche, le Tour des Émirats, et puis aussi le Tour de Slovénie, notamment. Donc ça fait un palmarès très fourni, en plus de la 2e place sur le Tour de France, parce que bon, pas parce qu'il finit 2e qu'il a raté sa saison non plus. Donc c'est... Et surtout tomber sur un mec au niveau absurde, mais oui. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de moment où on a vu Pogacar pas bien cette saison, quoi. Si, sur le Grand Prix de Plouay, sans doute. Ah mais Plouay, c'était déjà le cas l'année dernière, Grand Prix de Plouay, donc peut-être que la course lui réussit pas, tout simplement. Tout simplement. Après, la Bretagne, pourtant, ça lui a réussi. Hein. C'est là il avait commencé à se révéler chez les espoirs, donc bizarre, je comprends pas. Bon, si vous arrivez à ressortir qu'une seule course où il était moins bien cette saison, c'est que c'est quand même plutôt bon signe pour l'ensemble de ses performances en 2022. Titouan, toi, tu n'as pas cité Tadej Pogacar, tu sentais que Johan allait le citer. Pourquoi est-ce que tu n'as pas évoqué Tadej Pogacar comme le coureur de 2022 ? Parce que c'est un gros échec, il a pas gagné le Tour, tout simplement. A quand même été... Enfin, j'aurais pu citer Pogacar, mais j'ai choisi Van Aert. C'est plus un choix pro Van Aert anti Pogacar, parce que la saison de Pogacar, elle est ce qu'elle est. On en a parlé, acteur sur toutes les courses où il est. Mais après, si je devais dire un truc de pourquoi je pense que Pogacar n'est pas le coureur de la saison, simplement que là où il a eu des opportunités de transformer sa manière de faire la course en victoire, il l'a pas fait. Par exemple, San Remo, peut-être qu'en la jouant plus finement, en n'attaquant pas dans les parties vent de face, il aurait peut-être pu faire la différence. Le rond, en gérant peut-être mieux le sprint, il aurait pu le gagner aussi, etc. etc. Bon, tant mieux, cela dit, pour les spectateurs, que ce soit pas toujours la même personne, le même coureur qui gagne tout. Mais oui, pour moi, c'est ça la petite différence qui fait que c'est pas le coureur de la saison. Et justement, la différence avec Wout van Aert pour toi, c'est que Wout van Aert, quand il avait les moyens de faire la course, faire le bordel, il est arrivé au final à gagner. C'est ça, ou au moins de faire podium. Enfin, quand on regarde sa fiche de sa saison, on voit pas un jour de moins bien, quoi. Bon, il n'a pas énormément couru, cela dit. Donc, il y a moins couru que Pogacar, il me semble. Donc, ça aide un peu à avoir.
dans le détail, c'est 48 jours de course pour Wout van Aert et 54 pour Tadej Pogacar. Donc c'est des saisons Voilà. assez pas brèves parce qu'elles ont été longues du début à la fin, mais peu remplies en course. Et oui, bah en fait, Van Aert, il a pas vraiment eu le moins bien, et surtout, il a gagné le Tour avec son coéquipier, en étant son meilleur équipier sur ce Tour. Enfin, son numéro au Takam, bon, c'était absurde, mais c'est quand même joli. Voilà, ça se pose dans les performances de la saison. Puis sans compter toutes les classiques aussi. Bah, je crois que sa pire place, c'est qu'il a pas fait il a même pas fait top 10 à Gand-Wevelgem. Bon, son coéquipier c'est deuxième, donc voilà. Et oui, puis même je pense à son étape de Nice sur Paris-Nice, qui était très forte. Donc déjà, et je cite des performances en tant que coéquipier, parce que quand il était leader aussi, il prend le maillot vert, il prend 3 étapes sur ce tour, puis il gagne le 3 assez facilement, il fait podium à Liège-Bastogne-Liège, Podium à Roubaix aussi. Évidemment. Là, c'est peut-être le petit regret qu'il aurait pu avoir cette saison. Enfin, ça aurait été, pour moi, il aurait été indiscutable meilleur coureur de la saison s'il avait gagné un monument, parce que finalement, mine de rien, il n'en a qu'un seul à son actif, et sans championnat du monde non plus. Donc, c'est monstrueux, mais pas non plus tant que ça, paradoxalement. Johan, qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison de Wout van Aert? Son Tour de France est assez dingue. Il aurait même pu aller chercher le maillot à poids en plus, s'il s'était pensé un peu. Mais après, sur le reste de sa saison, oui, ça fait beaucoup. Ça donne un peu beaucoup l'impression d'occasions manquées, de palmarès qui ne fait pas exactement le niveau ou la domination du poids. Il y a aussi un côté où des fois, il donne l'impression qu'il se restreint, genre sur Paris-Nice, où clairement, il aurait pu jouer le général. Mais il était dans la paranoïa de ne pas gâcher du jus après pour le classique derrière. Donc, je sais pas. Après, je pense que pour lui, il va peut-être se poser la question de rester à Jumbo. Enfin, pas de rester à Jumbo, mais sa place chez Jumbo. Ouais, disons que pour l'instant, il est sous contrat jusqu'en 2026 chez Jumbo-Visma. Donc ça lui fait encore 4 saisons au sein de l'équipe néerlandaise. Mais pour toi, contrairement à Pogacar, il y avait moyen de faire encore mieux pour Van Aert? Il y avait moyen de gagner plus de classiques, ça, clairement. Après, il a eu. En Tour de France, c'était quoi? C'était le Covid, non? Je sais plus. Mais oui, il y avait moyen d'avoir un palmarès plus étoffé en dehors du Tour de France, je pense. Bah, après, c'est compliqué de reprocher ça à un coureur, parce que c'est les circonstances de course, mais ça joue tout ça. Mais oui, clairement, par rapport à la force qu'il a et l'impact qu'il a dans le peloton, il aurait pu avoir plus de victoires dans ça. Mais bon, voir tous les résultats qu'il a fait et dire que c'était encore perfectible, c'est dire les performances de Wout van Aert aussi. Mais oui. Bah, en même temps, quand tu vois ce Tour de France, tu te dis, ah, il a gagné que ça cette saison. C'est pas, c'est bizarre de se dire qu'il a gagné que 3 étapes. Et le maillot vert. Et le maillot vert. Ah ben, c'est pas, peut-être 4 étapes et 2 maillots l'an prochain. Après, là, s'il voulait, il gagnait au Takam, par exemple. Bon. Et donc au final, entre Pogacar et Van Aert, ce qui fait un peu le trait d'union entre les deux coureurs que vous avez choisis, c'est 2 coureurs qui ont certes pas forcément énormément couru, mais présents tout au long de la saison, très actifs sur leur course, et qui ont gagné à peu près autant de ce qu'ils pouvaient faire. Oui. Est-ce qu'il y a un coureur cette saison qui a gagné tout ce qu'il pouvait gagner? C'est compliqué. Même Evenepoel, dans l'absolu, il aurait pu gagner plus. Bon, il s'est fait battre par plus fort, c'était logique, lui. Mais par exemple, Tirreno, si on disait qu'il pouvait tout gagner, il aurait pu gagner Tirreno. Et il l'a pas fait. Et d'autres courses, bon. J'aimerais vous parler de Remco Evenepoel après, mais Johan, pourquoi est-ce que tu as choisi Pogacar et pas Van Aert? J'avais demandé un petit peu à Titouan pourquoi il a choisi Van Aert et pas Pogacar, mais toi, pourquoi ton choix s'est porté sur le Slovène entre les deux? Parce que pour moi, Pogacar a un côté encore plus polyvalent que Wout van Aert. Pogacar, c'est le coureur de classique, mais c'est le coureur aussi de course par étape et de Tour de France, et qu'il a partout, tout le temps, absolument tout le temps. Van Aert, c'est quand même des moments où on le voit pas. C'est le genre de repos où il fait seulement 30e des étapes de montagne. Tu vois. Donc c'est le côté encore plus polyvalent de pouvoir réussir aussi bien en montagne que sur les pavés qui t'a particulièrement frappé sur cette saison. Oui, le côté un peu merckxien, ultra dominateur partout où il passe. Et Vingegaard,
voilà, qui vient lui mettre une petite aiguille, mais sinon, oui. Et donc, toi, à l'inverse, comment tu défendrais Wout van Aert par rapport à Pogacar? Ah, c'est compliqué à dire. Mais j'allais dire le sens tactique, mais bon, chez les deux, c'est ça qui fait défaut pour le tour de victoire. Non, mais c'est vrai. Enfin, par exemple, bon, je vais rigoler sur cette course tout à l'heure, mais sur la scie classique, c'est Hambourg, il fait une erreur tactique qui lui coûte la victoire au niveau du sprint, il me semble, pour Van Aert. Pogacar, lui, c'est un peu au sprint, aussi au ronde. Enfin, bon, donc je peux pas mettre ça en avant. Et non, pour défendre Van Aert, tout simplement que lui, déjà, il a ramené un maillot distinctif à Paris. Il y a pas mal. Puis il a gagné plus de classiques sur le tour, tout en étant régulier tout le reste de la saison. En fait, c'est vraiment l'ultra régularité de Van Aert, contrairement à Pogacar qui met. Enfin, Van Aert, quand il s'alignait, c'est qu'il était bien. Et comme je disais tout à l'heure, alors que Pogacar, il a quelques légers trous d'air, c'est vraiment anecdotique. N'importe quel coureur aimerait avoir ces trous d'air, mais voilà. C'est vraiment une différence, mais c'est dur à choisir. Franchement. Les deux se valent, on va dire, pour vous. Voilà. Et justement, alors, vous en avez un peu parlé, mais un coureur qui pourrait rentrer dans cette catégorie, et moi j'ai envie quand même d'en parler, c'est Remco Evenepoel, qui va quand même remporter un monument, Liège-Bastogne-Liège, un grand tour, le Tour d'Espagne, et qui ensuite devient champion du monde. C'est performance, je crois qu'on avait dit, c'est peut-être deuxième ou troisième fois seulement dans l'histoire que ça arrive, donc c'est extrêmement rare, et c'est aussi un énorme palmarès que le Belge se construit en juste une seule saison. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de Remco Evenepoel? Moi, c'est une question de sensibilité. Déjà, parce que, Johan en a parlé, je crois, mais la Vuelta, ça me semble un peu moins prestigieux que le Tour de France où ont brillé. Non, mais c'est vrai, où ont brillé Pogacar et Van Aert. Parce que, la Vuelta, je ne vais pas dire qu'il y avait moins de concurrence que sur le Tour, sur le Giro. Il y avait quand même moins de concurrence sur la Vuelta que sur le Tour. Mais il a ciblé cet objectif de la Vuelta avec d'autres qui étaient plus émoussés, qui avaient déjà fait un grand tour, etc. Bon, il l'a gagné en totale domination, donc il n'y a pas trop à tergiverser là-dessus, et tout le mérite lui revient, mais je trouve c'est prestigieux qu'un tour aussi réussi que celui de Van Aert ou Pogacar. Puis, dans l'absolu, après, en dehors de ces trois exploits qu'il a réussi à faire dans la même saison, je l'ai trouvé un peu moins présent sur le reste du calendrier, notamment au niveau. Oui, il a gagné le Tour de Norvège à côté, mais c'est moins prestigieux que Tirreno Adriatico, par exemple. Ou même ne serait-ce que l'UAE Tour, malgré tout le mal qu'on peut en penser. Donc, à ce niveau, je trouve que c'est moins fort que ce qu'ont fait Pogacar et Van Aert. Enfin, moins fort, quand même dur à dire. C'est-à-dire que quand même dur à dire. C'est-à-dire que dans l'ensemble, même s'il y a ce triplé qui est historique, qui a été extrêmement rarement fait dans l'histoire, Evenepoel a moins marqué la saison dans sa globalité. Oui, il a moins existé. Bon, quand même, franchement, je suis dur de dire ça, mais je trouve qu'il a légèrement moins existé en dehors de ça sur le reste de la saison, et je trouve ça un peu dommage. Puis il est moins polyvalent aussi, c'est ce qui change, parce que entre guillemets, il fait que chrono et les ballons, montagne, ballon, quoi. Mais il le fait bien. Il le fait très très bien. Mais après, il a pas, par exemple, on l'a pas vu sur les pavés, on l'a pas vu sur des courses encore plus punchy que Liège-Bastogne-Liège, qui est quand même ton destino grimpeur co-puncher. Enfin voilà. C'est dans n'importe quelle autre saison, je pense qu'il y a 5 ans, il y aurait eu absolument aucun débat. Mais là, en fait, on a tellement une génération de fous furieux avec que des mecs qui font des saisons ultra polyvalentes, présentes toute l'année, partout, que au final... il faut bien faire des choix, quoi. C'est compliqué. Voilà, c'est ça. Et après, alors on parlait avec Pauline Ferrand-Prévot de quelqu'un qui sait cibler ses objectifs. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu ce qu'on a avec Remco Evenepoel, qui a peut-être pas forcément été autant actif, autant présent parmi les meilleurs tout au long de la saison. Mais quand on l'a vu parmi les meilleurs, ça a payé. C'est Liège-Bastogne-Liège, c'est la Classica San Sebastian, c'est le Tour d'Espagne, c'est le championnat du monde, c'est
Vous parliez de Wout van Aert, Tadej Pogacar, qui, alors certes, sur davantage de courses, ont pas gagné à chaque fois qu'ils auraient pu. Remco Evenepoel, à chaque fois, il a tapé dans le 1000 à peu près. Bah, Ouais. Evenepoel, c'est un peu un côté, genre, lui, il a mis dans le 1000 sur tout ce qu'il pouvait gagner, sur tous les rendez-vous importants. Donc, il y a un petit sentiment un peu plus abouti sur sa saison. C'est pour ça aussi que les gens en parlent autant sur le côté, c'est lui le coureur de l'année. Donc, mais après, c'est une question enfin, il y a une question du ressenti. Forcément, quand tu passes par la Vuelta, c'est est-ce que tu es motivé pour regarder la course ou pas? Et du coup, moi qui n'ai pas beaucoup regardé la Vuelta, ça fait un peu un côté calendrier secondaire que j'ai pas trop suivi, donc ça m'a moins marqué que Wout van Aert et Pogacar que j'ai vu plus sur les courses. Et après, je reviens toujours à la question de est-ce que tu favorises les victoires ou les performances sur les grosses courses ou qu'est-ce que tu mets en avant? Dis-toi. Puis non, parce que même en dehors des courses qu'il a gagnées, il y avait des courses accessibles il n'a pas écrasé, il n'a pas été dominant. Et tant mieux, je l'ai dit, on ne va pas lui reprocher, c'est pas une star. Mais quand je pense au Tour du Pays Basque, il était moins en forme que ce qu'il a montré en fin d'année en Espagne, sur mes pays, ou même au Tour de Valence, où il se fait battre par le Vlasov. C'est ça. Alors que il partait quand même plutôt très favori, surtout que c'était des montées où Vlasov l'a battu, où Remco est en théorie assez bon. Ouais, je l'ai trouvé moins dominateur en fait que les deux autres qu'on a cités, moins surpuissant, paradoxalement. Et bon, en fait, il a juste enfin, juste. Encore une fois, on minimise presque, on dirait, mais non, c'est une saison de folie aussi. Mais oui, c'est moins fort, moins impactant en tout cas sur toute la saison à ce niveau que les deux autres, je trouve. Et avec tout ça, on n'a même pas parlé du vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, c'est-à-dire que maintenant, remporter le Tour de France, ça suffit même plus à être le coureur de la saison. Est-ce que ça n'a jamais suffi Non, mais c'est que j'ai qu'on a pu par le passé avec... Il n'y avait pas forcément des coureurs comme Pogacar, comme Van Aert, comme même Evenepoel qui gagnaient énormément de courses. Et on se disait, le Tour de France, c'est bon, forcément, on le met parmi les favoris. Là, de ce que j'en comprends, Vingegaard, en ayant remporté le Tour de France, que ça, c'est pas suffisant. Mais, oui, mais pour venir à ma question, est-ce que ça n'a jamais été suffisant? Généralement, quand nous, d'autres concours, d'autres personnes désignaient un coureur de l'année et que ça se tombait sur le vainqueur de France, c'était rarement parce qu'il avait gagné seulement le Tour de France. Il n'a rien fait à côté. Si c'est Wiggins 2012, c'est parce qu'il gagne toutes les courses de la saison. C'est Froome les dernières années, c'est parce qu'il gagne beaucoup de courses aussi autour. Il fait des doublés de Tour Volta ou des trucs comme ça. J'ai pas souvenir que Guérin Thomas était le coureur de l'année quand il gagne le Tour de France pour les gens de manière générale, ou que Carlos Sastre était le coureur de l'année l'année où il gagne le Tour. Donc, sans parler des cas comme Pereiro ou des trucs comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a un besoin que pour ressentir ce côté, c'est le coureur qui a marqué la saison, que ça se dégage au-delà du Tour de France. Et Vingegaard, ça se réduit quand même beaucoup au Tour de France, même s'il y a le Dauphiné, même s'il y a Tirreno, même s'il y a un petit peu la fin de saison aussi. Donc, ça n'a pas l'impact qu'ont pu avoir les trois autres qu'on citait, où on a l'impression que c'est une domination plus large. Et puis, il y a aussi le côté un peu discret de Vingegaard, qui n'est pas très marquant dans sa manière de courir non plus, ou dans ses déclarations hors course, ou quoi que ce soit dans le genre. On peut comprendre, tu as raison d'insister sur ce côté-là et sur un peu l'historique des coureurs qui se dégageaient particulièrement parmi les coureurs de l'année. Alors, bon, chez les hommes, ça semble serré entre plusieurs noms. Côté féminin, comme un peu à l'instar de ce qu'on avait sur le territoire français, je pense qu'il y a une coureuse qui se dégage du lot. Johan Titouan, je pense, sans trop m'avancer, que vous avez le même choix. Oui, à peu près. À savoir, Tout simplement Nick Van Vleuten. Enfin, chez les hommes déjà, c'est l'équivalent du triplé Giro, Tour, Vuelta, si je ne me trompe pas. et puis bon, la Vuelta côté féminin n'a pas la même place que côté masculin, mais Faut le rappeler. Non, puis aussi son numéro championnat du monde, voilà, numéro championnat du monde qui était marquant. et puis il y a Liège-Bastogne-Liège, il y a l'Homme-Lopet-Newsblad, il y a plein d'autres victoires autour. Et puis les places d'honneur, même de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de
de courses qu'elle s'est fait souffler par Kopecky ou Cavalli ou d'autres choses comme ça. Donc même sur toute la saison, il y a une présence au-delà de ses victoires. Ça reste la coureuse où chaque course, tout le monde se retourne vers elle. Tu vas attaquer, tu vas pas attaquer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Et où c'est autour d'elle que tournent un peu toutes les courses et tout en course. Oui, donc véritablement, elle était un bon cran au-dessus du reste du peloton féminin. De manière générale, oui. En montagne, oui, beaucoup. Sur le reste, ça dépend. Il y a quand même, c'est un peu plus cette année, c'était un peu plus équilibré de manière générale sur les classiques ou sur les courses un peu secondaires. Après, c'est sûr que sur le Tour de France, oui, il y a une grosse différence sur l'étape de montagne. Est-ce que le fait justement qu'il y ait eu ce premier Tour de France, ça accentue l'écart? C'est-à-dire? Le fait de... Alors tu dis, c'est notamment en montagne qu'elle était largement au-dessus du lot. Après, sur le... je sais pas comment elle s'est préparée ou pas, mais c'est sur le Tour de France, ça a été le plus marqué. Sur le Giro, ça a été un petit peu moins. Donc, c'est sur cette course-là en particulier où tout d'un coup, elle a été très au-dessus de tout le monde. Mais après, c'est sa façon de courir aussi. On voyait pas mal d'histoires sur notamment aussi sa façon de s'entraîner qui est assez peu commune côté féminin à faire de grosses doses d'entraînement, de grosses distances qui sont peu communes dans le peloton féminin. Et justement, avec toute cette montagne, ça aide, non? oui, ça aide. Après, même sur une montée sèche, elle est capable de faire des grosses différences. On a vu la plonge des belles filles. C'est aussi qu'il y a un différentiel physique qui est là, que ce soit l'entraînement ou le potentiel, mais en tout cas qui fait qu'il y a une différence qui est marquée et qui en plus là, du coup, avec une certaine réussite, a réussi à, notamment en mondiaux, notamment sur le Giro aussi, où ça fait que tout s'est bien équilibré et qu'elle a réussi à faire son objectif de gagner les trois courses. Oui, parce que tu fais bien de le rappeler, notamment le mondial, c'est un exemple de course qu'elle gagne sans être au-dessus du lot. Puisque, on se souvient, dans la montée du circuit, Mount Pleasant, elle n'est pas dans les 5 coureuses qui se distinguaient de la masse. Non, le mondial a subi toute la course et puis tout d'un coup à 800 mètres, là tu retombes justement dans le côté un peu endurance, coureuse qui a du fond, sa réserve de puissance qu'elle a par rapport aux autres. Donc même si c'est dans une journée, en fait, tu as quand même un fond qui est toujours là, que tu peux toujours utiliser. Et tout d'un coup, bah oui, tu as la bonne attaque au bon moment. Le supplément peut-être pas fraîcheur, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de réserve qui te permet de faire cette attaque-là et d'aller gagner. Alors que effectivement, c'était pas du tout elle qui dominait la course. C'était Liane Lippert qui faisait tout exploser dans la bosse avec Nivea Doma et puis deux, trois autres coureuses qui suivaient comme elles pouvaient. Et puis elle leur bouchait les trous pour essayer de revenir à chaque fois. Titouan, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi je suis un peu moins à la saison féminine que Johan, enfin même beaucoup moins, donc j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Puis simplement, en fait, pour le choix de la coureuse de la saison, j'ai l'impression que le seul autre choix potentiellement valable ça aurait été Pauline Ferrand-Prévot. Mais sinon, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête comme coureuse aussi marquante en 2022. Bah après, si tu restes sur le côté multidiscipline, on pourrait parler de Kopecky, qui a fait quand même une très grosse saison sur route, qui a gagné des grosses classiques, qui a fait une très grosse saison sur la piste, qui a été quand même la coureuse dominante et qui est la coureuse dominante de manière générale aujourd'hui dans les épreuves d'endurance. Et si tu retombes sur ce côté un peu diversifié, je pense que tu peux aller sortir Kopecky en opposition ou en alternative. Mais après, faut une en prévôt aussi. Oui, effectivement, après, c'est plus compliqué quand même. Oui, parce que justement, en termes de palmarès, Lotte Kopecky, alors sur la route, c'est l'Estrade Bianche, c'est le Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix, et sur la piste, c'est double championne d'Europe, course au point, élimination, plus double championne du monde, américaine et élimination. Donc là aussi, une très grande polyvalence. Et vice-championne du monde sur route également. Dans l'ensemble, c'est que ça soit Kopecky ou Ferrand-Prévot, ou même peut-être d'autres coureuses sur route, comme par exemple, je sais pas, Lorena Wiebes qui a gagné à 23 reprises, c'est compliqué de venir concurrencer sur l'ensemble de la saison Annemiek van Vleuten avec tout ce qu'elle a pu remporter, toutes ces grandes courses qu'elle a pu remporter. Bah, c'est sûr que effectivement quand tu fais le compte au bout de la saison, tu regardes t'as gagné ça, t'as gagné ça, t'as gagné ça. Ah oui, bon, ok, d'accord. C'est compliqué.
Il n'y a pas trop match, quoi. Non, pas trop. Bah, il y a tellement pas trop de matchs que on discutait avant l'épisode que a priori, il va y avoir une séparation entre le Vélo d'Or féminin et masculin. Et que c'était un peu dommage parce que peut-être que cette année, il y aurait pu y avoir une concurrence féminine intéressante. Mais bon, Mais bon, ça serait peut-être pas le cas. C'était Wielerflits, le média néerlandais, qui annonçait justement qu'il y aurait un prix masculin et un prix féminin qui serait attribué pour la première fois. Donc il me semble qu'en général le Vélo d'Or est annoncé vers la fin du mois de novembre, il me semble, en général. On dure, mais on va quand même dire un petit mot des autres coureurs, avec notamment une catégorie qui me tenait à cœur pour montrer les jeunes coureurs, les jeunes pousses, c'est à savoir la révélation de l'année de cette saison 2022. Titouan, pour toi, quel est le coureur ou la coureuse qui s'est particulièrement révélé cette année? Alors, il y en a vraiment beaucoup qui m'ont marqué par leur progression cette saison. Mais celui qui m'a impressionné, bizarrement, que j'avais personnellement pas vu vraiment venir ou que j'aurais pas pensé à ce niveau, c'est Thymen Arensman qui fait quand même franchement une grosse saison. Déjà sur Tirreno Adriatico, il vient signer un beau top 10. Sur le Giro, il était parti pour être un des meilleurs équipiers de Romain Bardet. Bon, au final, il a juste été très combatif dans les échappées et passé pas loin de la victoire en plus à quelques reprises. Puis surtout son mois d'août-septembre qui a été très fort avec sa victoire sur le chrono du Tour de Pologne, confirmait vraiment ses aptitudes en chrono, et sa victoire sur la Vuelta, sur l'étape reine même de la Vuelta, qui a confirmé ses capacités en montagne, donc vraiment une belle polyvalence. Et c'est presque maintenant surprenant de voir quelqu'un se éclore aussi tard, parce qu'il a l'âge de Pogacar, il me semble, alors que Pogacar, il a déjà 2 Tours de France. Il a un an de moins seulement. Voilà, un petit jeune. mais non, mais oui, je suis vraiment très agréablement surpris. Et je regrette à titre personnel qu'il parte de la DSM pour rejoindre Ineos. Mais bon, je pense que ça devrait être très très solide sur les classements généraux l'an prochain. Et j'ai hâte de le voir sur les grands tours. Voilà. Alors, il aura peut-être une carte à jouer au sein de l'équipe Ineos Grenadiers l'an prochain. En tout cas, voilà, en effet, il sera plus aux côtés de Romain Bardet dans l'équipe DSM en 2023, puisqu'il rejoint donc l'équipe britannique qui perd notamment Richard Carapace. Johan, pour toi, quelle serait la révélation de la saison 2022? moi, j'avais été chercher plutôt des côtés des féminines parce qu'il y a une coureuse qu'on a vu arriver par la saison de cyclocross, puis après par la route, mais qu'on n'a pas vu arriver de manière générale parce que personne ne l'attendait spécialement à ce niveau-là et qui a été présente vraiment tout au long de la saison, un peu sur tous les terrains, c'est Silvia Persico, donc l'italienne de la Valcar, qui s'est révélée comme une excellente puncheuse, une excellente grimpeuse, présente un peu partout, un peu tout le temps, très très, très forte en cyclocross sur la fin de saison. Et du coup, là, c'est vraiment la révélation de la coureuse qu'on ne connaissait pas, qu'on ne suivait pas, qui ne faisait pas forcément beaucoup attention, en tout cas pas plus que d'autres italiennes qu'on voyait un peu performer en cyclocross. Donc, moi, c'est celle-là vraiment, pour moi, la révélation de la saison. Parce que justement, notamment par rapport au cyclocross, elle avait fini sur le podium des mondiaux aux États-Unis en fin de saison, tu en parlais. Après également, c'est top 10 sur le Tour d'Italie, top 5 sur le Tour de France et médaille de bronze à nouveau sur le championnat du monde sur route en fin de saison. Donc une année extrêmement complète pour une coureuse qui n'était pas extrêmement vue auparavant, on va dire. Oui, et puis on vit aussi, sur les courses majeures, notamment le Tour de France, où du coup le grand public a pu beaucoup voir son nom et était beaucoup cité. Donc c'est sûr que là maintenant, sur sa saison, c'est une des références du peloton des coureuses qu'on citera dans les favorites à chaque fois sur les courses, quoi. Ah, ça sera suivi de près l'an prochain, ça c'est sûr. Et pour ma part, quitte à citer un troisième nom, j'ai quand même envie d'évoquer Arnaud Delis, le coureur de la Lotto Soudal, le sprinter qui a fait une saison incroyable. On Il a peut le failli dire. soulever la place fortune de l'auto à lui tout seul. Ah bah il en était pas loin, le nombre de points qu'il allait chercher, c'était absolument hallucinant. Il doit peut-être pas être loin de la moitié des points de l'auto sur cette saison.
Donc c'est incroyable, c'est 9 victoires cette saison, c'est aussi un niveau qu'on a vu qui est pas seulement en sprint, c'est-à-dire que c'est un très gros sprinter, mais pas que, capable de sortir de très grosses courses, de tenir sur des courses difficiles, quand ça bagarre, quand ça bataille. Maintenant, il n'y a qu'une hâte, c'est de le voir sur les courses World Tour l'an prochain, qu'est-ce qu'il sera en mesure de faire, parce qu'on l'a pas énormément vu en World Tour. Il y a certes top 5 sur la Bretagne classique, avec aussi un top 10 Eschborn-Francfort, où il était mal placé, ça fait partie des petits points améliorés, mais on a vu un énorme potentiel chez Arnaud Delis qui était néo-professionnel cette année. Peut-être pas le coureur qu'on attendait le plus, mais il a bien éclaboussé de son talent, et je pense que il s'est bien distingué pour sa première année chez les pros. Pour parler de ses points UCI, en plus, pour mesurer quand même l'impact de sa performance, il finit entre Kung et Vlasov au classement UCI de cette année, devant notamment Mathieu Van Der Poel, Alexander Christophe, Arnaud Démare, enfin plein de coureurs très talentueux. Il finit devant 6e classement UCI. Pour un néo-professionnel, c'est pas mal quand même. Et justement, alors je suis allé calculer en termes de points UCI, il a rapporté à peu près un tiers des points de la Lotto Soudal, sachant que par rapport au point du second de son équipe qui est Thibault Lenz, il a quasiment marqué 3 fois plus de points, ce qui montre son importance au sein de l'équipe Lotto Soudal. Avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast bilan, débriefing un peu de l'ensemble de cette saison. Il y avait beaucoup de choses à dire et on n'a pas pu tout dire évidemment, il y avait encore tant de choses à évoquer. Mais voilà, il faut s'arrêter là pour ce podcast Chasse Patate qui était donc le dernier de cette saison de cette année 2022. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Johan Titouan, merci à vous d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast et je remercie au passage tous les autres consultants chroniqueurs qui ont participé à Chasse Patate tout au long de la saison. Et donc pour la suite de Chasse Patate, on se donnera rendez-vous en janvier prochain au moment de la reprise de la saison sur route parce que bien évidemment le cyclocross, la piste, ça continue, on n'oublie pas évidemment. Et donc d'ici janvier, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ça ne change pas, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.